Jérémy Zimmerman, bonsoir. Bonsoir. Nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle Thinkerview. Ah ouais. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement, s'il vous plaît? Déjà, je sais pas pourquoi tu me vois, ça fait bizarre. Bon, vas-y. Je suis Jérémy Zimmerman, voilà, c'est moi. J'ai été pendant un temps porte-parole d'une organisation qui s'appelle la Quadrature du Net, que j'ai fondée il y a une dizaine d'années. J'ai depuis une quinzaine d'années milité pour les logiciels libres, pour leur défense et leur promotion. Et je me demande même pourquoi je suis là, tu vois. Alors, tu es là, je vais te dire pourquoi tu es là. Tu fais partie de nos tout premiers invités. On se connaît depuis des années. Et le fait que tu quittes la Quadrature, que tu démissionnes, on s'est senti obligé de t'inviter parce que tu fais partie des murs, pratiquement. C'est vrai, hein. Et ta démarche intellectuelle au sein de la Quadrature nous a aussi beaucoup motivés pour continuer ce qu'on fait. Et donc voilà. Démissionner, c'est un peu formel, c'est administratif. C'est juste j'ai souhaité m'enlever cette étiquette-là pour continuer et aller faire autre chose. Tu sais, ça nous arrive tous dans la vie. À un moment, on sait quelque chose et puis voilà, on va faire autre chose. Donc j'ai énormément de respect pour la Quadrature du Net et tous ceux qui y sont. Je leur fais tous un gros bisou. Certains de mes meilleurs amis sont ceux avec qui j'ai partagé ces moments absolument formidables. J'ai pu passer des moments, une expérience dingue avec tous ces gens-là. Donc c'est juste, voilà, il y a un moment où en fait quand tout le monde venait me voir en disant « Ah, j'ai la Quadrature du Net », alors que moi en fait ça fait 4 ans que j'ai lâché mon poste à plein temps, tu vois, de représentant, de porte-parole, de coordinateur, etc. Il était juste temps de marquer ça, de marquer que voilà, si vous voulez parler à la Quadrature du Net, vous allez là-bas. Si vous voulez me parler à moi, vous venez ici. Mais c'est pas, voilà, c'est pas la news de l'année. Revenons aux sources. Pourquoi la Quadrature à l'époque? À l'époque, parce qu'on était un certain nombre à se retrouver autour des valeurs du logiciel libre, d'un usage de l'informatique et des réseaux qui permettaient aux gens de se retrouver, de réfléchir, de partager, de mettre en commun, de s'organiser. Et que, alors qu'on était chacun dans nos structures autour du logiciel libre, on s'est dit, là, il y a d'autres trucs qui sont en train de se passer. On avait bataillé sur la transposition de la directive EUCD, les vieux souvenirs, on parle d'un temps que les moins de 20 ans, tout ça. Un projet de loi qui venait toucher au logiciel libre par le copyright, par le droit d'auteur, qui venait imposer des espèces de conneries restrictives. Nous, on était montés au front, on était allés au Parlement, on avait envoyé des lettres, on avait machin, on avait passé plein de coups de fil, etc. Mais c'était une fois sur un projet. Et à l'époque, en fait, quand Sarkozy était en train d'accéder au trône, on s'est dit, on va en chier. Et il est arrivé et il a mis la DOPI sur la table. Et donc on s'est dit, voilà, là il y a besoin de s'organiser un petit peu pour aller contrer ce genre de menaces. Mais dès le début, en fait, c'était un peu notre expérience, notre background, comme on dit, vous avez la traduction simultanée, je crois. L'idée, c'était d'aller sur ces fronts parlementaires, législatifs, pas parce qu'on croyait fondamentalement que la loi c'était l'alpha et l'oméga de tout ce qui se passait dans le monde, mais parce qu'on avait repéré là des processus particulièrement infects, un processus d'élaboration qui était particulièrement corrompu, des lobbies industriels qui arrivaient avec des dossiers dorés sur tranche qui se retrouvaient, boum, direct, copier-coller, sous forme d'amendements, des ministres et des machins ministériels qui étaient à brasser du vent et qui copiaient-collaient les trucs des lobbies. Et on s'était dit à l'époque que c'était intéressant d'exposer ça pour bâtir une sorte de compréhension collective, une sorte de mémoire politique. C'était d'ailleurs le titre d'un logiciel qu'on a développé pendant un temps, pour garder des traces des décisions qui étaient prises dans les parlements. Et donc on s'était dit, voilà, on veut donner à chacun les moyens de comprendre, les moyens de s'organiser, les moyens de participer. Donc on a pris presque comme un outil, en fait, ces dossiers législatifs, comme un cas d'école. Si vous voulez comprendre le monde, et si vous voulez comprendre comment les choses évoluent, regardons l'espace d'un instant un petit bout de processus législatif. Donc très vite, on a un peu fait du boucan à l'époque, et très vite on s'était retrouvé au Parlement européen.
Et donc moi j'ai passé peut-être 7 ans à naviguer dans les couloirs du Parlement européen. Au début je connaissais une personne, puis 2, puis 3, et de proche en proche, documenter ces processus législatifs à l'échelle européenne. On a même... Bon, il y a plein de trucs qu'on a fait au milieu de la nuit, bourrés, en se disant « Ouais, c'est cool !» À un moment, on a pris un diagramme improbable venant de la Commission européenne qui expliquait le processus législatif européen. Alors, machin, première lecture du truc, première lecture du bidule, truc, tu le vois, tu as envie de te pendre tellement c'est obscur. Enfin, le diagramme lui-même explique pourquoi tout le monde s'en fout en fait, de l'Union européenne. Et nous, on a pris le machin et on mettait « Vous êtes ici ». J'ai passé un quart d'heure sous Inkscape à faire, tu sais, un cercle comme ça avec écrit « Vous êtes ici » avec un point au milieu. Et on le déplaçait sur le diagramme pour essayer vaguement de tenter d'expliquer ce qui se passait. Donc on a fait ça pendant des années. Puis la Quadrature du Net, c'est devenu une sorte d'institution, c'est devenu autre chose. Il y a des salariés, il y a des membres, il y a un crédit d'estime, d'image. C'est devenu presque un bon client des médias. Il y a beaucoup de dossiers aujourd'hui qui sont traités par la Quadrature du Net. Et moi, j'ai juste à un moment ressenti le besoin d'aller faire autre chose. Voilà, parfois on dit que les vies des gens, c'est des cycles de 5 ans, 7 ans, 10 ans, je ne sais pas. Moi, voilà, c'est un cycle, c'est la fin d'un cycle. Au passage, il se trouve que, à force de me retrouver dans les couloirs du Parlement européen, de rencontrer parfois des gens très bien... T'as proposé d'en manger un peu? Bien sûr. Bien sûr. Alors là, c'était vraiment se tromper de... Des noms? Non. Des noms, non. Mais des gens qui disent « Ah, viens, notre parti, machin, là, là, parti bidule, parti machin. » Genre, c'était ma réponse de base. Tu veux pas marcher, quoi? Non, non, non. Soit je cours, soit je suis à l'arrêt, je contemple, mais non, je marche pas ou pas. Mais le truc, c'est qu'après... à la louche, une dizaine d'années, parce qu'avant la Quadrature du Net, il y avait la bataille sur les brevets, sur les logiciels et des trucs et d'autres trucs. En gros, après une dizaine d'années à regarder le processus législatif européen, à voir la Commission européenne et ses crânes neufs, à voir le Parlement avec ses commissions parlementaires et ses trilogues et ses machins, on va même pas entrer dans les détails, quelque part, j'ai perdu la foi. Il y a 10 ans, tu m'aurais demandé, alors, l'Europe, machin. Je t'aurais dit, oui, l'Europe, le Parlement européen, l'institution démocratique et tout, on y va, on y va, on y va. Et à force de regarder ces machins fonctionner, plus j'en parlais, plus je me rendais compte que j'expliquais, en fait, pourquoi ça ne fonctionne pas. L'Europe ne fonctionne pas? Si tu regardes le fameux diagramme du processus dit de codécision, l'élaboration législative, tout le monde s'est endormi déjà sur la chaîne YouTube. Si tu regardes le processus de codécision, tu vois, oui, la Commission est la seule qui balance un truc, qui met un truc sur la table. Ensuite, le Parlement est carbure. Et le Parlement, il est démocratique. Les gens sont élus, machin, il se passe des trucs. Le Parlement décide quelque chose. Et puis vient le Conseil de l'UE. Et le Conseil de l'UE, c'est les gouvernements, c'est les États membres. Quand on va parler d'Internet, ça va être 28 ministres des télécoms. Quand on va parler de glyphosate, ça va être 28 ministres de l'agriculture. Et le Conseil de l'UE, en fait, c'est le co-législateur. Comme on a l'Assemblée et le Sénat qui se renvoient la navette parlementaire, on a le Parlement et le Conseil. Et donc, ça choque personne, ou alors tout le monde s'en fout, qu'une bande d'exécutifs... Non élus? C'est l'exécutif. Une bande d'exécutifs mis dans le même sac se retrouve législatif. Séparation des... Comme on disait déjà, séparation des pouvoirs, il n'y a pas. Et cette bande de, c'est toi qui l'as dit, non élus du Conseil de l'UE a systématiquement le dernier mot après le Parlement européen. Le Parlement peut décider, oui, voilà, machin. Si derrière, les États membres disent, on n'en veut pas, on n'en veut pas, on se retrouve en seconde lecture. Le Parlement dit, mais si, on en veut quand même. Et les États membres disent, non, on n'en veut pas. Et à la fin d'une éventuelle troisième lecture qui arrive tous les 36 du mois, c'est les États membres qui décident de mettre le truc à la poubelle. Et donc, pour avoir vécu le truc pendant 10 ans, du début à la fin, mais le diagramme, je l'ai écumé, comme les 7 mers, arriver à cette conclusion, mais en fait, ça ne peut pas fonctionner démocratiquement, ce merdier. Et me retrouver avec le statut de personne publique, qui m'est un petit peu tombé sur le coin de la gueule, à me retrouver dans des interviews, des trucs et des machins, et des conférences et trucs, à me mordre l'intérieur de la bouche, parce que si j'exprimais un peu trop mon opinion là-dessus, j'avais un discours qui commençait presque à être le calque du discours des eurosceptiques.
Françoise Lino? Bah, le truc, c'est que je suis ni nationaliste, ni fasciste, pour tout te dire, les frontières, je m'en cogne, je suis plutôt contre. Lino n'est ni non, mais fasciste, ni, qu'est-ce que tu me dis? Je sais même pas qui c'est. Voilà, on s'en fout. C'est même pas une question de nom, ou de parti, ou de truc et de machin. Je me rendais compte que ma vision de l'Europe commençait à coïncider avec celle de ceux qui étaient contre l'Europe, parce qu'ils étaient pour les nations, contre l'autre, pour la violence. Et je me suis dit, non, mais voilà, là, il faut que j'arrête. Il faut que j'aille faire autre chose. Au passage, physiquement, j'ai, comme on dit, burn-out. Il y a mon corps qui m'a dit, t'arrêtes. Donc j'ai arrêté. Et pendant que la quadrature devenait autre chose, se structurait, avec pour objectif de, quelque part, de générer moins de douleur pour ceux qui la font avancer, ben moi, je suis allé faire autre chose. J'ai pris un petit peu de distance, j'ai pris mon temps, j'ai pris le temps de me remettre les idées en place. C'est le fait que tu crois en l'Europe et que tes désillusions ont pris le contrôle de ta pensée. Non, contrôle de ma pensée, bien malin, celui qui pourrait dire d'où il vient. Non, enfin, finis ta question, pardon. Donc l'Europe, ça fonctionne pas en fait. Écoute, sur les sujets sur lesquels j'ai œuvré pendant 10 ans, on a remporté des batailles, des victoires phénoménales. Attends, non, tu peux pas dire ça, parce qu'il a fait, pour ceux qui ne voient pas Bruno, il était... fait comme on a dit pour le chèque. Il était en train de me faire... Non, on a remporté des victoires qui étaient inimaginables à l'époque. En rouble. On a fait péter le high score du nombre de coups de fil entrant dans le Parlement européen autour du paquet télécom. Et on a fait adopter par 88% du Parlement européen un truc qui dit « Les droits et libertés des utilisateurs d'Internet ne peuvent être restreints que par une décision préalable du juge. » Au moment où la France était en train de faire son Hadopi. 88% du Parlement. Bon, Sarkozy était le président du Conseil de l'UE, donc ils ont fait quoi? Ils ont pris le stylo, ils ont fait... On s'en fout. On a remporté cette victoire contre l'ACTA. Quand je dis « on », c'est pas nous, la Quadrature du Net, c'était une espèce de coalition informelle, un réseau de réseaux au travers de l'Europe et du monde. On avait des amis polonais, japonais, australiens, américains. Toujours. Que j'ai toujours, bien sûr, mais qui faisaient partie de ce mouvement où on a défoncé un accord commercial qui était négocié par 39 pays, dont les 27 à l'époque de l'UE, où pendant 4 ans, tout le monde nous a dit « mais c'est des clowns, ça ne marchera jamais ». À la fin, on a gagné 12 contre 1. Donc, on a quand même vachement secoué le cocotier. Il y a quand même des moments, il y a des technos de la Commission européenne, j'ai l'impression, j'imagine, qu'ils doivent encore parfois se réveiller au milieu de la nuit, ACTA, Internet, oh mon Dieu, non, c'est pas moi. C'était vraiment une espèce de réseau de réseaux. Et donc, on a quand même secoué un certain nombre de cocotiers, mais au bout du compte, il y a toujours le machin qui revenait par la fenêtre, une fois qu'on l'avait chassé par la porte. On avait beau se débarrasser 1 fois, 2 fois, 3 fois des fameuses mesures techniques que doivent utiliser les opérateurs d'Internet pour enlever les contenus illégaux et autres formulations qui ouvrent la porte à la censure généralisée. À chaque fois qu'on le dégageait, dans les 6 mois, venait une nouvelle consultation publique sur nani nana. Il y a une fois où on a fait en sorte qu'il y ait 1500 personnes qui répondent à une consultation publique de l'UE, alors que d'habitude tout le monde s'en cogne. Ce qui faisait que les individus étaient les premiers à répondre avant même l'industrie. Mais quel que soit le résultat de la consultation, on sait très bien ce qu'ils allaient faire derrière. Et ce qu'ils allaient faire derrière, c'était la même. Donc il y a un moment où, tu vois, c'est Sisyphe. Tu vides le verre, il se remplit. Et à la bonne tienne, tu vois, moi, à un moment, je suis allé... Gibolin 2000. Hein. Je suis allé boire ailleurs, quoi. Tu demandes quoi? Tu demandes plus de souveraineté? Tu demandes quoi? Est-ce que si on récupère un peu plus de souveraineté, ça permettra de faire avancer correctement les débats? Pas Direct, il y va, la souveraineté. C'est les arguments des gars. Les enfants. C'est les arguments des gars qui est en face. Non, alors attends. Bon, déjà, souveraineté, c'est un de ces mots valises qui veulent dire tout et son contraire. Et puis surtout, pour commencer, moi, je demande rien. Comme je t'ai dit, je ne sais pas vraiment pourquoi je suis là, parce qu'aujourd'hui, je représente rien ni personne que moi-même. Tu vois, tu m'avais interrogé en tant que porte-parole de la Quadrature du Net, machin. Bon, il y avait une position que je venais te livrer. C'était à moitié ce que je pensais moi, et puis ce qu'on pensait dans ces discussions collectives.
Mais là, vraiment, c'est juste moi. Donc je demande rien. Je demande rien à personne. Moi, je suis allé prendre de la distance, je suis allé réfléchir. Je suis allé regarder le monde un petit peu différemment. Il y a ce biais qu'on a tous, je crois, que quand tu fais quelque chose pendant 1 an, 5 ans, 10 ans, tu sais, on dit, quand tout ce que tu as, c'est un marteau, tous les problèmes ressemblent à un clou. Donc il y a un moment où tu te retrouves avec un mode de pensée. Tu es administrateur réseau, tu vas tout voir en mode d'administration réseau. Tu es réalisateur, tu vas tout voir en mode de cadre, de lumière, de machin. Tu es politique, tu vas tout voir en matière d'influence, de pouvoir, de projet de loi, etc. Donc moi j'ai eu ce besoin, pour moi, et je ne dis pas que c'est ce qu'il faut pour le monde, mais j'ai besoin pour moi de prendre de la distance, de prendre du recul, de remettre en question des choses dont j'étais convaincu, et de prendre le temps du temps. Et de prendre le temps de la réflexion. Prendre le temps de l'errance. Donc, je ne demande rien à personne. Je souhaite à bon nombre d'entre nous d'avoir, peut-être par des privilèges similaires aux miens, ou par le concours de circonstances, d'avoir l'occasion de réfléchir, de prendre la distance et de penser à ces choses voilà, avec un petit peu de recul. Maintenant, tu me parles de souveraineté. Je vais te parler de Brexit. Oh, il me parle de Brexit. Bon, moi, je vais me boire une bière en face pendant que tu parleras de Brexit. Question d'Internet. Est-il possible de réformer l'Union européenne ? Mais c'est quoi la souveraineté ? C'est la souveraineté des États-nations ? C'est la souveraineté des institutions ? Ou c'est la souveraineté des individus ? Ou c'est la souveraineté de nos corps ? Tu vois ? Qu'est-ce que tu veux dire par souveraineté ? Qu'est-ce qu'il veut dire ? Voilà. C'est qui ? La question d'Internet, c'est est-il possible de réformer l'Union européenne pour qu'elle devienne démocratique ? Quelles conséquences sur l'Union européenne si elle se défait ? Bon, Frexit. Alors, Frexit. Il a bon dos Internet, hein, franchement. Non mais, écoute, pour réformer l'UE, il faut réformer les traités constitutifs de l'UE. Donc, je ne sais pas si tu te rappelles, on a eu en 2006, je crois, un vote sur un traité qui était un projet de constitution européenne, où 55% des Français ont dit non. Dans les années qui ont suivi, le truc quasiment à la virgule près est revenu et s'appelait traité de Lisbonne. Parce que les États membres, ensemble, ont décidé on va faire un nouveau traité. Et ce traité a été adopté. Donc ça, c'est les traités constitutifs de l'UE. Il y a eu le traité de Lisbonne, il y a eu le traité de Maastricht, il y a eu le traité de Rome, etc. Et donc c'est, utiliser le terme constitution, mais c'est en gros l'épine dorsale de l'Union européenne. Ces traités-là, pour les modifier, il faut l'unanimité des États membres. Les mêmes qui laissent rien passer au Parlement qui soit contraire à leurs intérêts nationaux négociés, il faut l'unanimité. Donc un problème simple. Le Parlement européen, il est à Bruxelles, tu sais, puis il est à Strasbourg aussi. C'est Chirac et Helmut Kohl, je crois, qui avaient décidé ça à l'époque. Quel beau symbole! Strasbourg, l'amitié franco-allemande, les 12 États membres. Chirac ou pas Mitterrand, non ? Non, Chirac. Je sais pas. Peut-être. Bref, c'était pour le symbole, c'était beau, c'était bien, tout le monde était content. À l'époque, il y avait 12 États membres. Aujourd'hui, il y en a 28. Le centre géographique de l'Union européenne, je crois qu'il est quelque part entre l'Allemagne et la Pologne aujourd'hui. Donc que tous les députés européens aillent une semaine par mois de Bruxelles à Strasbourg, en fait, ça fait chier tout le monde. Strasbourg, c'est une petite ville, très jolie, très bonne choucroute, bonne bière, etc. Mais 99% des gens du Parlement européen, ça les gonfle d'aller de Bruxelles à Strasbourg avec des malles remplies de documents qui se perdent en chemin. Les hôtels sont pleins à craquer, des assistants parlementaires sont 5 dans des chambres doubles. Les taxis, il y en a 800 à Strasbourg pour 5000 personnes qui viennent travailler une semaine par mois dans ce machin-là. Pour bouger le Parlement européen de Strasbourg, pour dire, bon, allez, on arrête les conneries, maintenant on reste à Bruxelles, parce que c'est plus pratique pour tout le monde, il faut l'unanimité des États membres. Donc il faudrait que la France soit d'accord. Mais la France, elle ne voudra jamais. Parce que ça apporte du blé à la région, parce que ça truc, parce que ça machin. Donc tu vois, sur un problème qui est anodin, il y a une pétition qui a été signée par 90% du Parlement européen pour dire on ne veut plus de Strasbourg, on ne peut pas. C'est, je ne sais plus combien, genre 23 camions de 12 tonnes qui vont de Bruxelles à Strasbourg une fois par mois pour porter les malles pleines de papier. Ça fait aucun sens aujourd'hui. Pourtant, ça ne changera jamais, parce que la France ne voudra jamais. Donc maintenant, t'imagines l'unanimité des États membres quand tu as Viktor Orban en Hongrie, quand tu as Loi et Justice en Pologne, quand tu as les Italiens, les Autrichiens et toute cette bande de fachos qui arrivent au pouvoir
en capitalisant sur la déliquescence des institutions et des partis politiques, quand est-ce qu'il y aura une unanimité des États membres sur quoi que ce soit dans un futur proche ou éloigné? Donc, souveraineté, machin, tout. Moi, si tu veux, j'aimerais bien te parler de la souveraineté des individus. Et comment on fait? Parce que là, je suis ravi d'être ici, tout ça, machin, mais on n'a fait que parler déjà un peu de moi, ce qui m'embarrasse, et beaucoup de l'UE, des institutions et des machins. Maintenant, tu sais, mes sujets, c'est Internet, c'est les ordinateurs, c'est les réseaux d'ordinateurs, c'est le logiciel libre et les machins comme ça. Donc ça veut dire quoi la souveraineté des individus? Ça veut dire quoi être soi-même, avoir la garantie d'être soi-même, avoir la liberté d'être soi-même, de pouvoir devenir quelque chose, de pouvoir expérimenter avec des idées, de pouvoir expérimenter avec soi-même. Ça veut dire quoi, ça, aujourd'hui, quand, dès que tu commences à réfléchir et que tu appuies sur une touche de ton clavier, il y a une entreprise de la Silicon Valley qui stocke ça sur son disque dur. Qu'est-ce que ça veut dire, la souveraineté, quand dans nos poches, on a des machins qui sont des espions bourrés de senseurs, avec 2 caméras, un micro, un truc, un machin, qu'on ne sait pas contrôler, parce qu'il comporte cette puce, le baseband, qui est un truc entièrement propriétaire, fermé, contrôlable à distance. Personne ne sait ce qui se passe à l'intérieur. Et personne ne sait ce qui se passe à l'intérieur. Tu vois? Donc s'il fallait vraiment parler de souveraineté, parlons de la souveraineté des individus et de comment les machins dans les États-nations, dans les frontières, les institutions et les trucs qui sont censés nous représenter vont pouvoir éventuellement nous aider à reconquérir cette souveraineté individuelle qu'on a perdue. RGPD? Elle est bonne celle-là. Elle est bonne celle-là. Pourquoi elle est bonne? Règlement général de la protection des données, machin. Ben, encore une fois, quand tu vois comment les trucs sont élaborés à Bruxelles, il y a des exceptions, il y a des trous partout. Il y a des trous partout dans ce machin. Il y a une notion dite d'intérêt légitime, où quand c'est l'intérêt légitime du processeur de données, alors il n'a pas à mettre en œuvre les obligations qui sont les siennes. Il y a cette notion de consentement, où vous avez tous vu, tu cliques un site web, on te dit « Bon, ben, c'est cool, hein, t'es chez nous, tu consens ?» Oui, non. Et si tu consens pas, tu te casses. Alors peut-être qu'un jour, une cour de justice va dire que oui, machin, voilà, mais ça va être peut-être dans 1 an, peut-être dans 2 ans, et puis il y aura un appel, et peut-être 3 ans, et peut-être 5 ans. En 5 ans, les lobbies industriels, ils ont le temps de faire écrire 3 nouvelles législations. Les histoires de télécom, le paquet télécom, c'est quasiment tous les ans qu'il y a un nouveau projet de loi qui arrive à Bruxelles. Donc eux, ils jouent la montre. Ils ont un texte qui est un amas incompréhensible, qui génère beaucoup d'attention. Tu as plein de juristes, d'avocats qui sont là, oui, RGPD, machin, là, qui vendent des nouveaux services de prestations. Mais oui, c'est un super business. Donc tout le monde est occupé avec ce nouveau business-là. Brasser du vent. Et pendant ce temps-là, le comportement des prédateurs des entreprises des données ne change pas d'un iota. Et pendant ce temps-là, la dépendance à leurs services, elle ne fait qu'augmenter. Et leur pénétration dans nos sociétés, dans nos institutions, dans nos poches, dans nos modes de vie, devient de plus en plus irréversible. Donc, je veux pas avoir l'air plus cynique que je ne le suis, mais pour avoir vu de l'intérieur comment s'élabore la loi, pour avoir vu aussi comment elle est appliquée, et comment les pouvoirs politiques, les uns après les autres, dansent autour du pot et font la danse du ventre devant les lobbies industriels et leur donnent le stylo pour écrire la loi eux-mêmes, moi je me dis que notre salut ne viendra pas de la loi. Bah, d'où alors? Je te renvoie la question. D'où viendra, alors notre salut c'est peut-être un grand mot, mais que nos façons osons le mot, de résister et de s'organiser pour résister, peut-être qu'elles ne passeront pas par la loi et attendent que le règlement machin finisse de tomber avec tous ces trous, avec toutes ces incertitudes, avec tous ces machins qui seront transposés de 12 façons différentes. Donc moi, c'est à titre personnel, et même au travers de la Quadrature du Net, et même d'avant, dans mes passages militants dans d'autres organisations avant la Quadrature du Net. Mes questions fondamentales, c'est 1, qu'est-ce qu'on fait? 2, comment on le fait? Et où cours et dans quelle étagère? Mais sérieusement,
qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on défend, qu'est-ce qu'on promeut, et comment on s'organise, et surtout comment on fait ça sans tomber dans une forme de routine, sans tomber dans des pièges de devenir les bons clients, d'aller répondre aux consultations, de faire là où on nous dit de faire, de nous asseoir sur la petite chaise qu'on nous a laissée dans un coin de la salle de réunion multi-stakeholder. Selon toi, on va où là? Alors, il se trouve que ma boule de cristal est en panne aujourd'hui, donc j'aurais bien du mal à prédire l'avenir. Mais juste en regardant le présent un petit peu, on a des entreprises transnationales dont le pouvoir est bien au-delà de celui des États-nations, qui sont engagés dans des comportements prédateurs au sujet de nos données personnelles, au sujet de nos comportements, au sujet de nos vies. Donc une influence qui s'étend sur des champs qui vont de la banque à l'assurance, à l'embauche, à la détermination de cibles pour des frappes de drones. Donc vraiment à toutes les couches de nos sociétés. Et en même temps que le pouvoir de ces entreprises augmente sur nos vies, on a des pouvoirs publics qui deviennent des parodies d'eux-mêmes. Tu vois, genre La République en marche, espèce de petite PME, voilà, non, start-up, ça veut dire PME en fait. Mais l'espèce de petite start-up de novices qui sourit bien sur un poster. Et, ça marche bien, non? Et qui avance en marche forcée. Bah, attends de voir les européennes. Attends de voir si ça marche bien. Il n'y a plus un poids lourd pour soutenir. Et donc une bande de clowns comme ça, qui arrivent sur une espèce de coup de poker et qui parient sur la déliquescence des partis historiques qui sont plus que l'ombre d'eux-mêmes, et qui, en fait, ont vendu leur pouvoir aux plus offrants. Donc, des pouvoirs publics qui ont lâché la main, et des entreprises qui sont de plus en plus puissantes. Ça fait un paysage dans lequel de plus en plus de gens ne croient plus dans une espèce de mythologie ambiante que, oui, l'État protège, la patrie, que liberté, égalité, fraternité. Quand on renvoie des bateaux coulés en Méditerranée, qu'on gaze des mémés avec leurs sacs de poireaux, qu'on va faire des perquises à 4 h du matin et assigner à résidence des militants politiques, ou qu'on laisse des suprémacistes s'armer de l'autre côté de l'Atlantique, on voit des pouvoirs publics qui renoncent. Ou qu'on passe des contrats avec des gens qui coupent la tête de certains journalistes. L'Arabie Saoudite, mais on pourrait parler de Kadhafi aussi, tu vois. Donc, sans avoir capacité même à dire où on va, déjà, essayer de souffler et de regarder où l'on est, et d'arrêter de se voiler la face sur un certain nombre de choses, et de regarder avec un petit peu de distance, un petit peu de calme, où l'on en est, ça pourrait peut-être être un début d'élément de réponse. C'est pas trop tard aux questions comment on s'organise et qu'est-ce qu'on fait. C'est pas trop tard pour s'organiser? Il est toujours trop tard et jamais trop tard. C'est trop tard par rapport à quoi, tu vois. Maintenant, le fait est qu'on est de plus en plus nombreux à chercher des façons de s'organiser qui vont au-delà des structures institutionnelles. Comment ça va ta petite fichesse? Je sais pas, tu peux me l'obtenir, tu peux demander. T'as des gens à qui tu peux demander. J'espère qu'elle est épaisse, hein, parce qu'un jour ça fera, tu vois, ce sera comme des décorations qu'on affichera peut-être sur notre plastron, j'en sais rien, je m'en fous. Mais le fait de se dire que quand l'institution a échoué, quand on ne reconnaît plus l'institution, quand dans notre tête quelque part on a fini de destituer l'institution, de la renverser de son socle et de regarder au-delà, se demander mais qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Est-ce qu'on n'a plus que les yeux pour pleurer et c'est la fin du monde? Oh, il n'y a plus de République, il n'y a plus rien? Ou est-ce qu'au contraire, on n'a pas là un champ des possibles qui s'ouvre à nous, un boulevard dans lequel décider
de ce que l'on veut être, de ce que l'on veut faire, de comment on veut s'organiser les uns avec les autres. Est-ce qu'il faut qu'on réveille nos vieux démons, basculer la table, qu'on s'énerve un peu? Je sais pas si un démon qui dort sert à quoi que ce soit ou bénéficie à quoi que ce soit. Un démon que tu réveilles. Tu m'as déjà réveillé le matin, tu sais ce que c'est? Je préférais qu'on n'en parle pas. Et bon, et d'une, je vois pas vraiment ce que tu veux dire par là. Pourrais-tu préciser? Être révolutionnaire, pour appeler un chat un chat. Après, révolution, c'est un de ces mots qui ont été un petit peu aspirés, dénaturés. C'est plutôt Marat ou Robespierre? Non, mais c'est pas ça. C'est que, tu vois, on va te dire, il y a l'iPhone 12 qui sort, c'est une révolution! Tu vois, il y a le nouveau machin de Google, c'est une révolution! La nouvelle Freebox, c'est une révolution! Le nouveau machin, c'est une révolution. Une révolution, c'est pas... Déjà, dans l'histoire, les révolutions, ça n'a jamais été des événements très, très prévisibles, très, très calculés. Très souvent, c'est un mélange d'un petit nombre de gens qui sont organisés et qui savent plus ou moins où ils vont, et d'un certain nombre de conditions historiques qui font qu'un pouvoir en place est devenu une sorte de scène de théâtre, un truc en carton, qui est prêt à s'effondrer sous son propre poids. Donc, est-ce que les conditions aujourd'hui sont réunies pour que le pouvoir en place s'effondre sur son propre poids? Peut-être que c'est les prochaines élections européennes qui le diront. Peut-être que c'est autre chose, peut-être que c'est quelque chose qui n'est pas du ressort des élections qui nous le dira. Et là, bien malin, celui qui viendra s'asseoir sur ce fauteuil plus ou moins confortable, avec une bière plus ou moins tiède, du gibolin plus ou moins tiède. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Exactement, attention les enfants. Pour te dire qu'il sait ce qui va se passer, tu vois. Donc ces conditions, par définition, on n'en sait rien. Pour moi, la deuxième partie de la question, c'est comment on s'organise et qu'est-ce qu'on veut ensemble. Qu'est-ce que tu penses du comité invisible? Par définition, il est invisible. Donc c'est difficile d'en penser quelque chose. Sur les 3 bouquins, L'insurrection qui vient, À nos amis et maintenant, déjà je recommanderais la lecture. Je ne suis pas d'accord avec tout. L'insurrection qui vient, je l'ai trouvé un peu brouillon, un peu adolescent dans le style. À nos amis, j'ai trouvé qu'il posait de très bonnes bases pour aider ceux qui souhaitaient regarder le monde différemment à le faire. De dire, par exemple, moi, il y a un truc que j'ai gardé d'À nos amis, de dire qu'en fait, quand on regarde ces clowns en papier qui tiennent les institutions aujourd'hui, les centres de pouvoir, ils sont plus là où on a l'habitude de les voir. Un parlement avec ses colonnes, sa moquette épaisse, ses dorures, ses statues, ses machins. En fait, c'est devenu une sorte de théâtre. Et qu'en réalité, le vrai pouvoir aujourd'hui, il est dans l'infrastructure. C'est EDF, c'est Areva, c'est Google, c'est les réseaux de routes, de trains. C'est dans les réseaux que se trouve le vrai pouvoir. C'est le New York Stock Exchange. Et cette analyse, moi, je la trouve juste. De dire qu'à mesure que ces clowns ont laissé le pouvoir leur échapper parce qu'ils l'ont vendu au plus offrant, eh ben, le pouvoir il s'est retrouvé au plus offrant. Et le plus offrant, c'est les groupes industriels transnationaux qui ont, eux, bâti l'infrastructure de leur fortune, qui très souvent repose sur la captation de ressources, voire l'exploitation au sens propre de ressources. Donc ça, pour moi, ça a été important de lire ça dans À nos amis, parce que je l'avais plus ou moins compris en côtoyant de loin certains de ces acteurs, mais eux, là, vraiment, ils l'ont formulé de façon assez implacable. Le dernier, maintenant, je le trouve intéressant aussi pour des raisons différentes, et là encore, je ne suis pas d'accord avec tout. D'ailleurs, la façon dont il parle des communs et du bien commun, je trouve qu'il y a beaucoup à redire, mais ce n'est pas pour autant que je mettrais le tout à la poubelle. Et puis, de toute façon, je n'ai pas besoin d'être d'accord à 100% avec quelqu'un pour trouver que ce quelqu'un est intéressant. Mais maintenant, ils apportent là non plus des clés de compréhension, mais des clés quelque part de mise en œuvre, des clés d'action. En disant, voilà, tu te sens écrasé dans un monde injuste,
tu vois tous ces machins qui déconnent, etc. Eh bien tiens, pense destitution. Imagine qu'en fait le président, bah, c'est plus le président de tous les Français, machin, bah, c'est peut-être juste un clown, un pantin. Que la caisse d'assurance machin, que l'Assemblée, le Parlement, bidule machin, c'est pas les trucs tricolores, les dorures et les machins. En fait, c'est peut-être juste une bande de glandus qui n'ont rien compris. Et juste le fait dans sa tête d'être capable de se dire, en fait, ça c'est pas important. Ça permet de regarder au-delà. Les désacraliser. Ben, il y a ça dans cette notion de destitution, et je trouvais que voilà, c'était un des trucs intéressants. Bon, alors, tu parlais de ma fichesse tout à l'heure, je ne sais pas si ça me faire étiqueter à narco-autonome, comme on disait, ultra-gauche, radicalo-violent, je ne sais pas quoi, encore une fois, je m'en fous. Et puis de toute façon, le Comité Invisible, c'est une de mes sources d'inspiration, c'est un des trucs que je lis. Et voilà, si tu étais Google, tu saurais tout ce que je lis, même si j'essaye de faire attention. Donc non, je trouve qu'il y a des choses intéressantes partout, même chez des gens avec qui tu n'es pas forcément d'accord. On en est où de la surveillance? Est-ce que 1984 était censé être un manuel? Comment tu vois l'évolution des pouvoirs politiques face à... Alors, vas-y. 1984, c'est évidemment une autre de mes inspirations, c'est presque un livre de chevet, tu vois. Je l'ai lu 3, 4 fois. Je recommande à n'importe qui de le lire, et de le lire en anglais d'ailleurs. Peut-être le lire une fois en français, et puis ensuite le lire en anglais, parce que le verbe d'Orwell est vraiment... maintenant, c'est presque un poncif, c'est presque un lieu commun d'invoquer 1984 quand on va parler de surveillance. Mais 1984, c'est de la douceur à côté de ce qu'on vit. Je ne sais pas si tu te rappelles, Winston Smith, il y a un coin de sa maison, un petit coin, dans lequel il peut se mettre. Il ouvre une latte de son parquet, il sort un carnet et il écrit des trucs dedans. Et Big Brother le voit pas. C'est quoi un coin de ta maison où Google te voit pas aujourd'hui? Ou tu vois? Sans parler des machins que les gens mettent dans leur salon, qui écoutent en permanence. Et c'est 20% des foyers américains, 13% en Allemagne, j'ai vu, qui ont un dispositif espion, un machin d'écoute dans leur salon, qui écoutent en permanence ce qu'ils disent. Ouais, les enceintes connectées aussi le font. Hein. Et les téléphones Android ou Apple ou trucs machin. Dans 1984, c'est de la petite bière à côté. Bon, c'est normal, il l'a écrit dans les années 30 ou 40, je sais plus. Quelle année il l'a écrit? On va demander ça à la communauté, ils vont nous Internet. trouver Aidez-moi à ne pas avoir l'air imbécile. Mais sans aller jusque-là, les éléments pour moi les plus importants en 1984, c'est pas tant Big Brother et la surveillance, parce que ça, tu vois, on l'a dit, on l'a répété. C'est l'autocensure. C'est l'autocensure, mais c'est aussi le job de Winston Smith au ministre de la Vérité, au ministère de la Vérité. Et cette notion... en 1949. Ah ouais, je suis un peu tombé loin avec les années 30, mais voilà. Winston Smith, au ministre de la Vérité, il bosse à mettre à jour la novlangue. Ça aussi, c'est un des poncifs qui vient de 1984. Mais la novlangue, c'est l'État qui impose les mots à utiliser. Et ces mots sont imposés pour neutraliser le sens. Parce que c'est notre projet. Et pour neutraliser la capacité à réfléchir et la capacité à penser. Alors, on avait beaucoup rigolé jaune, à l'époque de la LOPSI, la loi d'orientation et de programmation, Brice Hortefeux, Sarkozy, tout ça, une loi de, je crois, 140 articles qui touchaient à 40 ou 50 codes différents, une espèce de fourre-tout incroyable, où il y avait un amendement qu'on avait surnommé l'amendement novlangue, qui disait « remplace dans tous les textes législatifs et réglementaires le mot vidéosurveillance par le mot vidéoprotection ». Donc tu as l'État qui dit maintenant, on ne parle plus de vidéosurveillance, mais on parle de vidéoprotection. Et on comprend tous pourquoi. La surveillance, tout le monde se dit oula, j'ai pas envie d'être surveillé. Donc peut-être que c'est justifié la surveillance de temps en temps, mais moi j'ai pas envie d'être surveillé. Alors que protection, tout le monde a envie d'être protégé. Et donc on voit comment le sens des mots est utilisé pour neutraliser la capacité à penser. Pour discréditer certains. Et pour moi, c'est vraiment ça le cœur de 1984. Et oui, on est en plein dedans. George Orwell a été un observateur très fin des régimes totalitaires, des régimes nazis et des régimes soviétiques, et a observé
comment le pouvoir totalitaire exerçait son pouvoir sur les individus. Et c'est ça, je pense, l'héritage d'Orwell. Beaucoup ont lu dans 1984 une critique du régime soviétique, mais il s'est aussi éminemment inspiré des régimes fascistes pour écrire son truc. Et donc, aujourd'hui, on est dans une forme de ce qu'il faut appeler ça un pré-fascisme, un proto-fascisme. Est-ce que c'est même une bonne idée de s'en référer à des régimes des années 30 et 40 pour décrire le monde dans lequel on est aujourd'hui? Franchement, j'en sais rien. Mais la caractéristique de nos régimes autoritaires aujourd'hui, c'est qu'il y a une composante extrêmement forte d'industrie. C'est plus juste un taré avec une casquette, un drapeau, un machin, qui va donner l'espoir en machin, un truc meilleur parce que tout le monde en a marre. Mais c'est des tarés dans la Silicon Valley. Pourquoi des tarés? Des tarés, parce que si tu regardes la psychologie de gens comme Peter Thiel ou Elon Musk ou Eric Schmidt, tu vois que ces gens ont une espèce de bulle idéologique inspirée par Ayn Rand, qui est une espèce d'individualisme forcené. Libéral. C'est pas libéral à ce stade, c'est psychotique, c'est sociopathe. C'est libéral à un point où tout le monde est ton ennemi. Et il n'y a que toi qui es capable d'écraser tout le monde pour y arriver. Et que ces gens-là sont glorifiés. Ils ont des agences de com qui s'assurent de leur image. Elon Musk a une agence de com que pour lui, que pour son image à lui. Et que parce que ces gens-là ne sont pas le gouvernement, les pouvoirs publics, et que le gouvernement, nani nanana, eux, ils sont respectés, eux, ils sont glorifiés. On les voit comme étant presque des modèles. Et donc, quand ces gens-là impulsent des politiques publiques, et je dis la Silicon Valley, mais il n'y a pas que, tu vois. Courant transhumaniste et tout ce qui va avec. Et donc, voilà, quand ces gens-là, les transhumanistes, voilà, quand ces gens-là impulsent des politiques publiques et que les pouvoirs publics en sont réduits à les suivre en courant, en tenant un petit truc derrière pour essayer de récupérer les miettes derrière eux, c'est à la fois quelque part différent des fascismes des années 30 et 40, encore que dans les années 30, les groupes industriels ont été les premiers à faire la promotion des régimes fascistes, parce qu'eux, ils promettaient des gros contrats, une grosse expansion, et voilà, enfin, tu vois, en Allemagne, les industries et automobiles et de l'armement et l'acier et machin, ils étaient ravis de l'arrivée de ce petit gars avec sa moustache parce que ça promettait des jobs et tout ça. Mais donc là, on voit arriver quelque chose qui est un peu informe. Le contour est mal défini. Quand c'est une entreprise qui, par définition, est transnationale, elle a beau avoir son siège en Silicon Valley, elle a des conseils stratégiques qui lui viennent de la Virginie où se trouvent les espions ou de Washington où se trouve le Pentagone. Elle a un siège social en Irlande qui vend de la propriété intellectuelle à son siège en France, puis va revendre ses bénéfices à la filiale néerlandaise, ce qu'on appelle un Double Irish Dutch Sandwich, qui permet à Google, par exemple, de faire évacuer 60 milliards de dollars aux Bermudes et de payer quasiment aucun impôt sur les sociétés en Europe. C'est beau. Donc ces machins-là, ils n'ont même pas de centre. Il n'y a même pas un endroit où tu peux tourner le regard et te dire, voilà, là, il y a un problème et là, c'est l'ennemi. On fait quoi alors? Le constat, après le constat, question Internet, après le constat, qu'est-ce qu'on fait? Les solutions? Alors, les solutions, s'il y en avait, je ne serais pas en train de boire du gibolin en discutant avec toi, je serais en train d'y travailler. Enfin, j'espère être en train d'y travailler. Parce que, d'une part, j'ai l'impression qu'il y a énormément de choses qui nous sont volées chaque instant et qu'il faut reconquérir. De la même façon qu'il faut reconquérir notre capacité à penser. Et que pour ça, il faut reconquérir notre capacité à prendre du recul. Reconquérir, oui. Se venger. Attends. Oh là là, attends. Tu m'as posé une question qui est assez difficile comme ça. Tu vas me laisser le temps d'y répondre. Laisse-moi le temps de me planter en y répondant pour ensuite aller... Donc, reconquérir sa capacité à penser, son esprit critique, donc une forme de prise de distance. Pour une prise de distance, il faut prendre du temps. Pour prendre du temps, il faut peut-être s'émanciper
de ces injonctions permanentes à la rapidité. Tu as tweet contre tweet, retweet, réponse, clac, email, réponse, clac, les trucs qui clignotent et qui te disent que tu es obligé d'être là, de répondre, de machin, où les gens s'inquiètent pour toi si après 12 heures, tu n'as pas répondu à un SMS. Tu vois, il faut peut-être apprendre à reprendre le temps. Pourquoi tu me regardes comme ça? Non, je te regarde comme ça parce que tu es en face de moi, que tu tiens un micro et que je m'adresse à toi. Je peux regarder la caméra, mais on m'a toujours appris qu'il ne fallait pas faire ça quand on était filmé. Je ne sais pas, t'en penses quoi? Non, si ça va. Bon. Donc, quelque part, peut-être apprendre à reprendre le contrôle de nos vies, de notre temps, de nos pensées. Et par là, peut-être, redécouvrir, ou découvrir tout court, si on en a été privé assez tôt, nos humanités. Le fait d'être un humain en face d'un autre humain. Avec du gibolin ou pas, avec une bonne assiette de fromage ou des graines ou je sais pas quoi. Mais ce qui nous connecte, ce qui nous met en face et qui n'a pas des ordinateurs en chemin. Des trucs sans les écrans, sans les claviers, sans les réseaux, mais où on se sent être les uns avec les autres. Où on se sent en lien, on se sent en solidarité, on se sent en capacité, où on partage l'expérience ensemble, et de là, se demander, en fait, qu'est-ce qu'on veut faire maintenant? Sans, tu vois, du passé, faisons table rase, et autres slogans éculés, sans pensée préconçue, sans vengeance, sans idéologie. Ah, on y viendra peut-être, je ne vois même pas ce que j'ai à dire là-dessus, mais sans truc préconçu, avoir vraiment cette capacité honnête, presque naïve, à se demander, voilà, maintenant qu'on est là, je sais pas, on est, faut peut-être pas le dire, on est 6 dans cette pièce, et ben si on coupait la caméra, qu'on enlevait les écrans, qu'on se mettait autour d'une table et on se demande, mais on fait quoi ce soir, demain, la semaine prochaine, et qu'est-ce qu'on veut pour l'année prochaine, pour dans 5 ans, pour dans 10 ans. Donc retrouver une capacité à être ensemble en dehors d'un monde d'injonction à l'immédiateté, en dehors d'un monde qui nous pompe les données, qui nous pompe la vie pour nous contrôler. Et alors, j'ai pas envie de paraphraser le comité invisible ou des machins comme ça, c'est pas une question de se rendre ingouvernable, mais quelque part de s'émanciper d'un certain nombre de formes de contrôle qu'on a peut-être déjà intériorisées. Le fait, tu vois, tu as parlé de Google et dire « fuck off Google » à des gens, leur expliquer que Google, c'est cette bande de gens qui, au travers du programme des drones US, aident à identifier et suivre des cibles, que Google font de l'évasion fiscale à hauteur de milliards d'euros par an, que Google, c'est la surveillance de masse. Et tu leur dis ça, ils sont là, bah oui, mais Google... Tu vois, comme dans 1984, on dit, on a toujours été en guerre avec l'Eurasie. Tu vois, ces mantras qu'on a tellement entendus qu'on les a intériorisés. Ah, mais Google, c'est Google, comment tu veux te passer de Google? Eh bien, il y a Cirx, un métamoteur de recherche, il y a OpenStreetMap, il y a, etc., etc. Et donc, arriver à balayer des trucs qui sont devenus tellement des certitudes qu'on a perdu l'habitude de les prendre en considération ou de les contester. C'est une partie de la réponse, je pense, à qu'est-ce qu'on fait. Une deuxième partie de la réponse, avant, j'ai envie de parler de vengeance, je sais pas. Mais oui, pour Vendetta. Mais non, mais attends. Avant ça, une autre partie de la réponse, parce que là, je t'ai fait comme une espèce de manifeste analogue, en mode, on se retrouve autour d'une table entre humains, sans avoir besoin d'écran et de machin. Mais ces écrans et ces machins, ils sont déjà là. Ils sont dans nos vies, ils sont partout. Là, si on devait compter entre ceux qu'il y a dans nos poches, sur la caméra, sur les machins, voilà, on est 6, il doit y avoir 20 écrans dans la salle. Donc la question, c'est pas tous de les détruire un par un. Et la question, c'est aussi, est-ce qu'il y a encore quelque chose à faire? Comme par exemple des interviews de plus d'une heure sans montage ni coupure. Mais dis pas qu'on en a plus d'une heure. Là, on approche de l'heure, là. J'ai soif. Reste de la bière, du gibolin quelque part. Il n'y a plus, là. Bon. La question, c'est qu'est-ce qu'on va en faire de tous ces écrans? Il y a certains qui sont véritablement devenus nos espions, nos ennemis. Et ceux-là, il faut être capable de les identifier. Et peut-être, oui, de s'en séparer. Peut-être de les pirater, de les hacker, de les bidouiller, pour en faire quelque chose d'autre.
Maintenant, la question, c'est comment on utilise des écrans. Comment aujourd'hui on peut utiliser des ordinateurs. Et tu me vois venir avec mes gros sabots 150 mètres de long. La question du logiciel libre, c'est un projet politique qui a 30 ans. Et c'est un projet politique qu'on a en quelque sorte considéré comme acquis. Tu vois, il y a 15 ans, on se battait pour le logiciel libre, pour en parler, pour que les gens le comprennent et en parlent. Et là, quelque part, il y a comme une sorte de lassitude. Mais le paysage a aussi évolué. L'idée au cœur du logiciel libre, c'est que si on ne se garantit pas le contrôle des machines collectivement, alors les machines vont nous contrôler. Ou les mecs qui contrôlent les machines. Évidemment. Et donc, la façon de comprendre ces questions-là, elle a aussi évolué au fil du temps. Et il y a peut-être là aussi un ou deux wagons qu'on aurait ratés, voire même un train qu'on aurait raté, parce que la question du logiciel, elle s'est déportée vers le matériel. Sans entrer dans les détails techniques chiants, le firmware, je ne sais même pas comment on appelle ça en bon français, en gros, le logiciel qui est niché sur le hardware, sur le matériel, et qui est initialisé quand on allume l'ordinateur, c'est un truc où Richard Stallman a commencé à en parler il y a 15 ans, en disant « il y a un vrai problème là », on dit tous « oui, Richard, ouais, t'es bien gentil, mais bon, on n'a pas le temps de s'emmerder avec ça ». Jésus. Et il se trouve qu'aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de limite entre ce qui est logiciel et ce qui est matériel. Que tu allumes un bout de matériel, il va charger un bout de logiciel dans le matériel, puis ensuite charger un bout de logiciel qui va appeler un autre bout de logiciel dans le matériel, et que le truc, là, on est complètement largué. Et que si tu essayes d'utiliser GNU Linux, Debian, sans logiciel propriétaire dans ta Debian, il y a 99,9% de chances que tu fasses ça sur du matériel dont tu as perdu le contrôle, parce qu'il contient dans ses puces du logiciel qui est propriétaire et qui, la plupart du temps, est là pour t'espionner. Et le paroxysme de ça, c'est les architectures d'Intel, un truc qui s'appelle le Management Engine. On a tous besoin de management, bien sûr. C'est un truc qui permet, n'est-ce pas, dans le monde de l'entreprise, de faciliter à distance, bidule, machin. C'est un ordinateur dans l'ordinateur. Et ça, c'est depuis quelque chose comme 2005 ou 2006 que tous les ordinateurs équipés de processeurs Intel contiennent le machin sur lequel tu vas travailler et un ordinateur dans l'ordinateur qui peut être activé à distance. La backdoor qui va bien. C'est la backdoor universelle, voilà. C'est beau. C'est beau, c'est plutôt pas mal fait. On sait depuis quelque temps qu'il y a le système d'exploitation Minix à l'intérieur de ces machins-là. Ce qui est drôle parce qu'il a été écrit par Andrew Tannenbaum qui était le mentor de Linus Torvalds. Des loops de loops de loops. Donc là, j'ai pas de solution toute faite, mais se poser la question du logiciel libre en termes éthiques, en termes philosophiques, mais aussi en termes pratiques, et de mettre à jour sa vision de ce que doit être une informatique libre. Une informatique libre, c'est pas lire 3 fois la GPL et se battre machin, c'est pas suivre un dogme, c'est pas brûler un cierge devant une image de Saint Ignatius. L'informatique libre, c'est une utilisation des ordinateurs qui permettent aux individus de se libérer, de s'émanciper, de contrôler leur vie, plutôt qu'être à la merci d'intérêts prédateurs, qui soient industriels ou étatiques. Et là, j'ai l'impression quelque part qu'on a un petit peu, je ne vais pas dire lâché l'affaire, mais en tout cas perdu du terrain, gravement perdu du terrain. Par fainéantise ? Pas par fainéantise. Écoute, regarde le nombre de sujets qui nous sont tombés sur la gueule au cours de ces 10 dernières années. Nous, on est arrivé, machin, ouais, quadrature du net et tout, Adopi, copyright, machin. Depuis, regarde la neutralité du net. Regarde les équipements qui sont collés au cœur du réseau. Regarde la surveillance de masse. Regarde le filtrage. Tu vois, regarde Ce que je veux dire, c'est qu'on nous a appelés 5 gus dans un garage. On a rarement été plus de 5 à être à temps plein à faire ce genre de machin. Donc, c'est pas qu'on soit fait dépasser par les événements, tant que les événements eux-mêmes sont vraiment dépassants, quoi. Donc, là aussi, prendre un peu de recul, mettre à jour notre vision de ces choses-là, et comprendre qu'on ne pourra pas être libre
et utiliser des ordinateurs si l'on n'a pas une éthique et une pratique stricte de ce que l'on veut y voir. Et passer en revue le matos, passer en revue le software, du début à la fin, sans donner les moyens. L'hardware aussi. Mais bien sûr. Mais alors là, tu parlais de souveraineté tout à l'heure. C'est là où les intérêts des individus rejoignent peut-être les intérêts de ce qui reste des États-nations. Ou quand on a vu que les États-Unis ont interdit le hardware de ZTE et Huawei parce qu'il y avait des backdoors des Chinois dedans, ou Snowden nous a montré que Cisco s'était rempli de backdoors et tout le monde utilise des routeurs Cisco américains, donc a les Américains au cœur de son réseau, etc. Si les Gugus qui étaient dans les ministères de la Défense et les machins, et les ANSI et les bidules, n'étaient pas en train de se rouler les pouces, n'étaient pas en train d'amener des contrats à Thales, ou à Palantir, et avaient quelque chose à faire vraiment, c'est les questions qu'il faudrait se poser aujourd'hui. Et là, on pourrait imaginer des efforts au-delà des nations, au-delà des budgets étriqués des uns et des autres, pour commencer à réfléchir du hardware vraiment sinon libre, parce que là encore c'est un concept machin, mais du hardware qui permettrait vraiment à ses utilisateurs de savoir ce qui s'y passe. Alors, avant que tu reprennes, il y a une architecture de microprocesseurs qui s'appelle RISC-V, RISC comme Reduced Instruction Set, qui est en fait une architecture de microprocesseurs en kit. Tu peux prendre l'ensemble des specs ou un petit bout des specs et faire ce que tu veux avec. T'as testé ? Non, parce que les premiers trucs RISC-V produits à quelques, je crois, milliers d'exemplaires, ils valaient 1000 balles la pièce. Je n'ai pas encore eu ça entre les mains, et puis franchement, moi je suis la dernière personne pour aller te compiler des machins là-dessus. Je connais des gens 10 fois plus balèzes que moi pour faire ces trucs-là. Mais il se trouve qu'il y a des gens dans le champ industriel, avec les milliards que ça implique, qui sont en train de se poser ces questions aujourd'hui. Il y a un des gars qui est un des fondateurs, je ne sais pas du tout où en est le projet, un des gars qui est un des fondateurs du Raspberry Pi, qui est un gros succès, mais qui au passage est du hardware propriétaire, avec des puces de chez Broadcom au milieu pour faire le Wi-Fi. C'est pas une backdoor, mais c'est un arc de triomphe de backdoor au milieu de ces Raspberry Pi. Et lui a lancé un nouveau projet en disant le but, c'est d'avoir du hardware qu'on ne peut contrôler qu'avec du logiciel libre. Et ça s'appelle Low Risk, là encore, RISC, jeu de mots, risque. Et bien peut-être que ça, c'est un tout petit pixel d'espoir sur un gros tableau noir assez... J'ouvre une parenthèse. Ouais. Tu te rappelles d'un de nos potes, là, Esteman, ça te parle? Tu sais, qui gueulait sur le vernis de... Vite fait. Ouais. Bon, on ferme la parenthèse. Donc, il y a une vraie question. En gros, le logiciel libre, ça va au-delà du logiciel. L'informatique libre, ça va au-delà du logiciel. Et se poser la question de ces architectures informationnelles qui permettent aux individus de vivre, d'exister, d'expérimenter et de s'organiser en toute liberté, plutôt que sous contrôle, là, pour moi, c'est un enjeu absolument crucial. Et hélas, il y a peu de gens, peu de ressources pour ces choses-là aujourd'hui. Je pense que c'est un combat qui mérite vraiment d'être mené. Alors, question d'Internet. Est-ce qu'il peut nous dire un peu comment il s'organise à titre perso, VPN tout le temps, pas, log et autres? Alors, il y avait une autre question dans le même sens, vas-y. Ouais. Alors, Edune, bon, je suis pas le... Ouais. Est-ce que Jérémy peut mettre en avant des logiciels systèmes moteurs éthiques et social? Alors pour ça, retrouvez-moi sur mon blog, Jérémy... Non. Bon, il y a des trucs que j'ai pas envie de révéler. Il y en a. Je suis vraiment pas un exemple en tout. Oui, j'utilise un VPN pour tout. C'est le VPN d'un ami. C'est un ami qui commence par B? Non, c'est un ami qui commence par ce qui commence, c'est son truc. C'est lui, voilà. Si je donne pas de nom, c'est pas pour donner des lettres de nom, tu vois. Hein, parce qu'il y en a d'autres qui... pas comme Benjamin, quoi. Il y en a d'autres qui commencent par B, ouais, tu vois. Hein, Bruno. Tu vois. Donc j'utilise un VPN pour tout, mais j'ai aucune illusion que ça me protège de quoi que ce soit. J'utilise que des logiciels libres sur mon laptop, oui. Donc j'ai pas un firmware propriétaire, j'utilise pas le Wi-Fi de mon laptop.
J'ai enlevé la puce Wi-Fi de mon laptop parce que celle-ci, je ne pouvais pas l'utiliser avec du logiciel libre. J'ai un BIOS en logiciel libre qui s'appelle Coreboot. Sur certains appellent encore ça téléphone, mais sur mon ordinateur de poche, j'utilise tant bien que mal un truc qui s'appelle Replicant, qui est une version de LineageOS, qui est un fork d'Android, mais dans lequel il n'y a aucun logiciel propriétaire. Donc, j'ai pas la caméra frontale, j'ai pas le GPU, donc l'accélération hardware, j'ai pas le Wi-Fi, j'ai pas le Bluetooth. Bon, ça m'enlève des trous de sécurité au passage, hein. Mais c'est même pas une question de sécurité, parce que les mises à jour de ce machin-là, c'est tous les à savoir, parce que c'est des volontaires qui se crèvent la paillasse pour faire ce truc. Donc j'ai pas l'illusion que ça m'apporte plus de sécurité, c'est vraiment à la fois pour des raisons éthiques, et puis pour me mettre un peu dans le bain, pour savoir au jour le jour ce que j'utilise et comment je l'utilise. J'ai arrêté d'utiliser un machin qui s'appelle Signal, que beaucoup d'activistes utilisent aujourd'hui, qui est une messagerie dite sécurisée. J'ai arrêté de l'utiliser parce que l'auteur, Moxie, a interdit aux gens de le distribuer sans son autorisation et de le distribuer autrement que par Google. Donc la question, est-ce que c'est vraiment un logiciel libre? Elle se pose. Tu dis, mon truc, c'est un logiciel libre, donc tout le monde a le droit de l'utiliser, de le copier, de le modifier et de l'étudier. Mais si tu dis ça et que tu dis au passage, au fait, les gens n'ont pas le droit de le modifier, bon, qu'est-ce qui se passe vraiment? Donc il y a ça, il y a le fait que Signal t'oblige à donner ton numéro de téléphone. Tu ne peux pas juste avoir un nickname ou un machin jetable, non, tu es obligé d'avoir un numéro de téléphone. Signal centralise toutes les métadonnées sur son infrastructure à lui, qui repose sur Amazon et sur Google. Et au passage, Signal, comme beaucoup de projets qui sont dans le domaine de la sécurité, de la protection de la vie privée, etc., a un financement en grande partie par le gouvernement US. Donc voilà, c'est pas pour cracher. Telegram, non. C'est une farce. Enfin, moi j'en sais rien, mais mes potes cryptographes qui savent de quoi ils parlent me disent que la crypto de Telegram c'est de la blague. Un truc qui s'appelle Wire, qui a l'air intéressant, mais il n'y a pas encore le code source de tout. Leur appli c'est une espèce de gros veau, machin. Il n'y a rien qui soit parfait en la matière. Omemo, le protocole de chiffrement qui va avec Jabber, qui n'est pas OTR, et semble assez intéressant, mais tous ces machins, c'est presque du bricolage, tu vois, je suis pas en train de dire tout le monde doit utiliser machin, tout le monde doit faire comme moi, parce que je me rends bien compte qu'il y a encore énormément de boulot et que ces trucs-là sont difficiles. Maintenant, il y a un truc sur le côté difficile d'accès. Tu vois, et là aussi, Signal, ils ont fait des choix dans leur interface. Blip. 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 Ça ne parle pas? Même protocole que BitTorrent? Non, Blip, ça me dit rien. Signal, ils ont fait des choix d'enlever de l'interface le fait de vérifier la clé de chiffrement de ton correspondant. Avant, dès que tu ouvrais un truc dans Signal, ils disaient « Attention, le truc n'est pas vérifié, cliquez ici ». Et puis tu allais voir, est-ce que c'est la bonne personne? Tu passes un coup de fil, dis donc, c'est bien toi, 3AB28. Et bien ça, ils l'ont enlevé de l'interface. Maintenant, il faut aller dans là, menu, clac, bidule, là, en bas, option, clac, tu déroules en bas, tu cliques, vérifier. Ah ouais? C'est bizarre ça. Parce que si tu enlèves ça, ça rend plus facile le fait de s'introduire dans les communications de quelqu'un, même si c'est chiffré. Mais ils l'ont juste poussé. Ils l'ont poussé pourquoi? Tu sais pourquoi? Pour rendre ça plus user-friendly, plus agréable, plus facile, plus simple d'accès. Un monde plus doux, plus simple, plus joli, plus tout ça. Donc moi, de plus en plus, j'ai l'impression que penser l'informatique et l'usage des ressources, ordinateur, réseau, tout ça, en termes de ce qui est facile et pas facile, ce qui est confort et pas confort, user-friendly ou pas user-friendly, c'est en fait un piège intellectuel. Que quand quelqu'un te dit « Ah, vas-y, clique ici, ça marche tout seul, c'est user-friendly », en fait, il est en train de t'arnaquer. Apple. Par exemple, Apple. Par exemple, Google. Par exemple, des exemples, il y en a plein. Et que penser que des outils aussi complexes que les ordinateurs et les réseaux qui les lient puissent être simples, en fait, c'est une erreur intellectuelle. Et que de la même façon qu'on ne va pas te dire « Tu cliques ici pour parler espagnol ». Non. Tu sais que tu vas devoir passer quelques centaines d'heures, voire quelques milliers d'heures, avant de parler l'espagnol. Clique ici pour savoir jouer du violon. Eh ben non, c'est pas du violon, c'est peut-être Guitar Hero et 4 boutons, mais c'est pas une vraie guitare. Et tout le monde, personne va être choqué à l'idée de se dire qu'il faut passer des centaines d'heures avant de savoir jouer de la guitare. Donc je dis pas que chacun devrait passer des centaines d'heures à apprendre l'informatique avant d'utiliser l'informatique, mais le fait est que si tu prends pas le temps d'essayer de comprendre et d'utiliser des choses qui peuvent te sembler un petit peu arides
eh bien, il y a de très fortes chances que tu te fasses arnaquer. Donc, au lieu de penser en termes d'un côté user-friendly et de l'autre côté, oh, c'est trop compliqué parce que tu comprends, moi j'ai autre chose à faire, on devrait plutôt penser en termes d'une politique qui permet aux gens de s'émanciper, de s'organiser et d'agir librement, versus une politique du contrôle qui capture les gens, leurs données et leur vie. Est-ce que tu vois des choses à aborder des sujets qu'on n'a pas touchés J'en vois plein, j'en vois mille, mais c'est ton job ici. Bah non, ouais, bah il est 20h10, tu sais. Donc, non, je sais pas, non, c'est toi qui as la montre, c'est toi qui es Tu vois un truc que tu veux aborder avec nous? Un sujet qui pourrait intéresser notre communauté? Bah écoute, tu vas croire que c'est ma marotte. Ah bah tiens, j'ai qu'à faire un petit peu d'autopromo. Parce que après m'être un peu crevé le cul pendant des années. Donc t'es dans un film en ce moment, c'est ça, non? Non, c'est pas ça. Après avoir fait des erreurs pour moi et pour les autres, en mode de combien il faut donner, combien il faut y aller, tu sais, en bossant 7 jours sur 7, parce que le week-end, quand t'es pas en train de te faire emmerder par des coups de fil de journalistes, alors t'as le temps de travailler pour ce qui doit arriver lundi. Et que, pareil, après 8 heures du soir, c'est là où tu peux commencer ta deuxième journée de travail, où tu peux être un petit peu à l'abri des sollicitations et machin. Et donc après m'être cramé à la tâche. Après m'être cramé à la tâche et après avoir directement ou indirectement cramé des gens autour de moi, parfois sans le vouloir, mais parce que les gens couraient avec moi et que j'ai imposé un rythme parfois trop dur. Je pense qu'il faut se poser la question aussi quand on combat. Les combats, peut-être que ça se fait en fait jamais sans douleur. Tu vois ? Et donc d'apprendre à gérer cette douleur. Et pas se dire que parce que tu as 50 journalistes qui t'appellent dans la journée, parce que machin, tout le monde te demande ton avis, te dire que tu es une espèce de super-héros qui va jamais mourir. Mais réaliser la dureté, la difficulté de ces combats-là et s'organiser pour la gérer. Donc après, ou pendant plutôt mon burn-out et le moment dans ma vie où je me suis aperçu que mon corps tout entier me demandait de tout arrêter et où il m'a fallu du temps pour tout arrêter et la première chose que j'ai recommencé à faire, c'est de dormir et me faire des nuits de 12 heures, de 8 heures, de machin, là où j'en étais à dormir 3-4 heures par nuit régulièrement parce qu'il y avait tellement de choses à faire, tu vois. Et ben au moment où j'apprenais ça, je réapprenais ça pour moi-même, avec une bande d'amis, on a créé un truc tout à fait informel qui s'appelle Hacking with Care. Donc c'est une espèce de jeu de mots. Donc hacker, au sens original, tu vois, de bidouiller, hacker avec le care, et en même temps hacker le care. Care que l'on comprend comme les façons que l'on a, entre humains, de prendre soin les uns des autres, de partager de la bienveillance, de la bonté. Et quelque part de voir ce care comme autant de technologies que l'on peut s'approprier, que l'on peut hacker, que l'on peut partager. Moi, j'ai énormément appris en massage. Cet après-midi encore, j'étais en train de faire le massage des pieds à une copine qui est dans une phase difficile. J'ai appris le massage des pieds et mon amie masseuse, elle a appris la cryptographie. Et l'idée, c'était de partager ces compétences, de partager ces technologies, et c'est aussi bien le massage que le yoga, que la méditation, que certains soins par les plantes, et de réfléchir ensemble à comment on peut penser, pour le coup, vraiment en dehors de la machine, mais réfléchir à l'humain en même temps que l'on réfléchit à la société, à la politique, au combat, etc. Il y a un parti politique que tu soutiens? Non. En même temps qu'on faisait ce truc à King Whisker, si tu veux, on a commencé à produire des ressources que chacun trouvera sur notre wiki, bien sûr, comme des protocoles de massage, le massage des mains pour tous, un petit livre qui ressemble au fucking manual de Read the fucking manual, que tu peux imprimer, laisser traîner dans ton hackerspace, dans ton bureau, avec tes copains, etc. Et le massage des mains comme un truc qui se donne, comme un cadeau, et qui en même temps crée un espace d'intimité, dans lequel on se retrouve, dans lequel on se parle, comme on se touche, tu vois, c'est un truc qu'on a perdu l'habitude un peu de se toucher dans un monde super individualiste. Retrouver des espèces de canaux de communication entre les individus. Je pense que c'est directement connecté à tout ce dont on a discuté, sur la façon de s'organiser, sur la façon de se retrouver, sur la façon de reprendre le contrôle de nos vies.
et plus se voir comme des unités autonomes, individualistes, randiennes, performances, algorithmiques, etc., mais comme des gens, des humains faits de chair et d'os, de force et de faiblesse, de moments difficiles, et apprendre dans nos vies, mais aussi dans nos structures, dans nos mouvements, dans nos modes d'organisation, à gérer ces descentes, ces moments difficiles, et à pas dire ouais non mais lui il est fou de toute façon, ouais, de toute façon lui c'est un connard machin, mais à prendre soin des autres, à s'ouvrir sur les autres. Je pense que c'est aussi une partie des réponses. Donc hacking with care, les uns les autres. Les partis politiques, non. On arrive à la fin de notre interview. Il y a bien des questions d'internet encore, non? Je sais pas. Ouais. Bah alors internet, qu'est-ce que vous foutez internet? Alors est-ce que servi à quelque chose? Est-ce que les lanceurs d'alerte ne devraient pas proposer une nouvelle version du système politique, pouvoir, écologie, 3 points de suspension? Les lanceurs d'alerte proposés, waouh. Que pense-t-il du néoludisme, un mouvement moderne d'opposition à toute partie du progrès technique? Comment contribuer au développement du logiciel? Tu vois qu'il y a des questions Internet. Merci Internet. On n'est pas douté un seul instant. Y a-t-il une taille critique sur chaque structure? Wow. Là, déjà, là, tu viens de lancer 3 questions qui en contiennent chacune 5. Les crypto-monnaies. Oui, alors ça, on laissera ça à ceux que la monnaie intéresse. Sur la question des lanceurs d'alerte, non, ce n'est pas les lanceurs d'alerte qui doivent faire des propositions. Les propositions, elles doivent émerger c'est une vraie question de comment on fait émerger des propositions. Elles doivent émerger de partout à la fois. Et admettre que les propositions ne seront jamais consensuelles, peut-être que ce mythe de la démocratie représentative, où il faudrait quelque chose et 50,00% de suffrages exprimés parmi des votants qui sont déterminés comme ci, comme ça, peut-être qu'en fait, il faudrait s'émanciper de ça, et qu'une proposition, à partir du moment où elle a une masse critique de soutien, alors elle devient valide. Et peut-être qu'elle entre en conflit avec d'autres propositions, et peut-être qu'il faut les expérimenter. Mais les lanceurs d'alerte, non, ce n'est pas une catégorie de population qui serait au-dessus de tous les autres. Maintenant, est-ce que, au travers de l'action du, comme on dit, le lançage d'alerte, lancer d'alerte, est-ce qu'en exposant les turpitudes, les mensonges, les crimes des institutions et des entités qui sont censées être les dépositaires d'une certaine forme d'autorité, de représentation, etc., est-ce que cette forme d'exposition-là ne porte pas en elle le germe de proposition? C'est quelque chose de tout à fait ouvert. Maintenant, il y a des solutions techniques qui ont été avancées, et tu parles de crypto-monnaie, machin, il y a une espèce de techno-béatitude qui a... Blockchain, voilà. Blockchain. Ah, ben tiens, la démocratie, ça marche pas, on n'a qu'à faire une démocratie sur la blockchain. Et ça va marcher, right? Donc, il y a une forme de techno-béatitude où on nous a dit, oui, liquid democracy, machin, tu vois, tu cliques ici. En fait, le truc, c'est du vote électronique. Et le vote électronique, on sait que ça peut pas marcher. Que quand tu as une machine qui est entre l'expression de la volonté de quelqu'un et un pouvoir quelconque, le pouvoir, il va aller mettre le doigt dans la machine et la tourner à son avantage. Donc, il n'y a pas un truc magique, sinon ça ferait longtemps qu'on l'aurait exprimé. Et ce n'est pas le fait d'ouvrir les entrailles des institutions comme la NSA avec les machins de Snowden. Ce n'est pas le fait d'exposer qui va magiquement changer les institutions ou les transformer en quelque chose de meilleur. Maintenant, le fait d'exposer, ça permet de faire réfléchir, ça permet d'éveiller quelque part les consciences. Ça permet de donner des outils à chacun, de se dire oula, et de faire peut-être ce petit pas de côté, de faire ce petit pas de recul pour prendre de la distance et se demander comment on veut les choses. Donc les lanceurs d'alerte, non, c'est pas des héros non plus, c'est à glorifier, à mettre sur un piédestal, etc. On est potentiellement tous des lanceurs d'alerte. On a tous accès à des savoirs plus ou moins exclusifs, plus ou moins élitistes. Chacun dans sa boîte voit un supérieur ou un collègue faire une connerie et est susceptible de dire à d'autres qui ne sont pas dans le cercle, qui ne sont pas dans le machin, là il se passe quelque chose et il y a un vrai problème. Tu vois, lancer l'alerte, c'est presque le devoir de chacun. Tu vois, il n'y a pas quelques héros avec une cape et un machin qui sont les lanceurs d'alerte, et le reste du monde, des alertes, il y en a plein qui méritent d'être lancées.
La deuxième question piège, c'était quoi? Que pense-t-il du néoludisme, un mouvement moderne d'opposition à tout parti du progrès technique? Tout parti. Alors non, s'opposer à tout, de toute façon, c'est une stratégie perdante, hein, parce que tout arrive. Mais c'est intéressant que ça vienne en ces termes-là, parce que le ludisme, c'est un mouvement qui a souvent été décrit comme des gens qui étaient contre les machines et qui étaient contre le progrès. En réalité, c'est issu de mouvements très structurés de travailleurs, d'employés, qui s'organisaient contre les abus de pouvoir de leur patron. Des gens qui s'organisaient contre l'exploitation et qui ont vu les machines arriver comme un outil de l'exploitation et qui sont opposés aux machines comme une des formes d'opposition à l'exploitation. Donc le ludisme, c'est pas juste des gens, des crétins qui vont aller casser les machines, c'est pas du tout ça. C'est des gens qui ont eu un recul et une analyse politique du rôle des machines dans les interactions entre les humains et qui ont dit si les machines doivent être utilisées comme ça, alors on ne veut pas les utiliser. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les ludites, ils ont été écrasés par l'armée. Ils ont tellement fait peur au pouvoir en place. Parle-moi de Bull Run après. C'est qu'on a envoyé l'armée écraser les mouvements ludites pour dire à quel point ils étaient perçus comme une menace et peut-être pour dire à l'époque combien le pouvoir en place était main dans la main avec les industriels. Donc l'histoire des ludites, je crois que ça en dit long sur l'histoire des mouvements sociaux, sur l'histoire des mouvements de résistance, sur l'histoire des mouvements qui contestent quelque chose qui nous est imposé comme étant c'est le progrès, c'est l'innovation, donc on doit tous l'accepter. Allez hop, tous une puce dans le cou, tous les empreintes digitales, tous des caméras partout, tous des machins. Des gens qui vont dire non, non, attends, wait, on souffle un coup, on réfléchit et on se pose la question, est-ce qu'on veut ça, oui ou non? Donc je ne sais pas ce que nos amis les internets entendent par néoludisme, mais qu'il y ait partout dans le monde et dans tous les milieux, et pas seulement dans telle ou telle petite niche politique, mais des gens qui se posent aujourd'hui la question de notre rapport aux machines, de nos interactions avec les machines et entre nous humains au travers des machines, et qui se demandent s'il n'y a pas peut-être une forme d'urgence à reprendre le contrôle ou d'urgence à sortir de l'urgence. Je pense que c'est quelque chose de très sain. Rapide, Bull Run. Rapide, Bull Run. Bon, Bull Run, c'est un des 150 et quelques, je crois, programmes de la NSA qui ont été exposés par le petit nombre de documents qu'Edward Snowden a en pratique rendu public. Il y avait des tonnes, on n'en a vu que très peu. Bull Run, c'est un de ces programmes-là. Il faut rappeler à ce stade qu'on parle Snowden, c'est 2013, la publication de ces documents, et ces documents étaient tous datés de 2012. Donc, c'était il y a 6 ans. Et 6 ans, à l'échelle de l'évolution des technologies et à l'échelle de l'évolution des capacités, des ressources des services de renseignement, c'est une ère, plusieurs ères. Donc Bull Run, c'était la capacité que s'arrogeait la NSA à aller saboter les technologies permettant de protéger sa vie privée. Et Bull Run, c'était un éventail de méthodes pour aller saboter les technologies. Parfois, c'était placer un employé de la NSA dans une équipe de développement pour qu'il ajoute 2-3 bugs que la NSA puisse exploiter pour s'assurer qu'une technologie censée protéger la vie privée la protège pas tant que ça. Parfois, et ça a été encore une fois documenté, c'était aller payer 10 millions de dollars une entreprise, RSA, pour qu'elle laisse un trou de sécurité ouvert au lieu de le corriger. Bull Run, parfois, ça a été des gens de la NSA qui allaient s'asseoir dans les comités de standardisation des protocoles pour dire « Oh là là, ça a l'air beaucoup trop compliqué le truc que vous essayez de faire là. Non, non, on a un truc pour vous, c'est plus simple. » Là encore, pour permettre à la NSA de se laisser un pied à l'intérieur des protocoles, des communications, des données, etc. Donc, ce que l'on avait avec Bull Run, c'est sans doute, là encore, une petite fenêtre sur cette capacité-là, mais c'est une volonté
des États, ou en tout cas des États-Unis et de ses partenaires, les Five Eyes, une volonté des États. Les Five Eyes, c'est une alliance historique qu'il y a entre les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Canada, dans lequel leurs services de renseignement partagent de l'information. Donc on ne sait pas exactement ce qu'ils partagent et comment. Mais en gros, on l'a vu là aussi dans les documents d'Edward Snowden, le GCHQ britannique va aller espionner des Américains, parce que la NSA officiellement n'a pas le droit d'espionner les Américains, et ensuite la NSA va échanger l'espionnage d'un citoyen grand-breton contre ça, donc c'est une espèce de marché de dupes. Enfin, c'est vraiment un marché pour le coup, une espèce de jeu de poker où on s'échange des cartes. Et donc ce que montre Bull Run, c'est que les États investissent des ressources considérables pour aller affaiblir la capacité des individus et des entreprises à protéger leurs données et leurs communications. C'est un paradoxe immense, parce qu'on le sait, cette agence, tu vois, c'est la NSA, la National Security Agency, dont la mission est de garantir, on l'indique, la sécurité nationale des États-Unis. Et pour ce faire, elle s'estime légitime aller affaiblir la sécurité du monde entier, y compris des citoyens américains, en rendant les protocoles de communication, le matériel, etc., plus faibles, moins fiables. On arrive à la fin. Peut-être, c'est toi qui me dit. On dit toujours laisser un conseil pour les jeunes générations. Ah merde. Ah ouais, il fallait t'en rappeler, mec. On va te donner une pré-question. C'est pas une question, c'est donne 2-3 livres à lire pour la communauté. Et ensuite, ton conseil pour les jeunes générations. Waouh, alors il y en a un. Attends, il y en a un. Bon, déjà, moi je l'ai dit déjà, hein, c'était à nos amis et maintenant. Mais le troisième, si vous arrivez à mettre la main dessus, Théorie générale de l'information et de la communication de Robert Escarpite. Salut Christophe, si tu nous regardes. Un ouvrage, je crois, de 1973 ou 16, qui est d'une densité. Il faut presque le voir comme une forme de poésie, tellement ce truc est dense. Il y a des équations et des machins. Et c'est un type qui est un scientifique absolument brillant, qui explique les réseaux, qui explique les communications, et qui explique aussi le pouvoir que ça implique. Un truc complètement visionnaire et vraiment brillant. Après, peut-être des trucs sur le bouddhisme zen ou sur le taoïsme, mais j'ai pas de titre en tête. Et conseil aux jeunes générations, ce serait peut-être n'écoutez pas les conseils des vieilles générations. Et globalement, ne leur faites pas confiance. Leur matériel, leur software, leurs protocoles, leurs institutions, ayez toujours un doute critique à leur sujet, y compris ce que je vous dis là, et vraiment cultivez ce doute, cultivez cette critique, et inventez-vous. Inventez par vous-même, cherchez, essayez, échouez, n'ayez pas peur d'échouer, acceptez l'échec comme une partie du chemin, comme une partie de l'expérimentation, et surtout, ne nous faites pas confiance, détrônez-nous, destituez-nous. Jérémy Zimmerman, merci. Merci à toi.